Pour commencer, ce matin, nous allons nous arrêter sur un court article publié dans la revue de synthèse par l'ancien soldat de la Première Guerre mondiale qui était Marc Bloch au lendemain de celle-ci. Il s'intitule cet article « Réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre » et ne cesse d'être lu, relu et édité tant il recèle de ressources pour l'historienne et pour l'historien d'aujourd'hui. Nous en parlerons avec Olivier Dumoulin, professeur émérite de l'Université de Caen, biographe en 2000 aux presses de Sciences Po de Marc Bloch et auteur d'une préface à ses réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre pour leur première édition en Grèce, et avec également Annette Becker, professeure d'histoire à Nanterre et éditrice en 2006 du Quarto Gallimard consacré à Marc Bloch. Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial absolument quelconque qui déclenche le travail des imaginations, mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement. Un événement, une mauvaise perception par exemple, qui n'irait pas dans le sens où penchent déjà les esprits de tous, pourrait tout au plus former l'origine d'une erreur individuelle, mais non pas une fausse nouvelle populaire et largement répandue. Si j'ose me servir d'un terme auquel les sociologues ont donné une valeur à mon gré trop métaphysique, mais qui est commode et après tout riche de sens, la fausse nouvelle est le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. Bonjour Olivier Dumoulin. Bonjour. Et bonjour à vous Annette Becker. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission, d'avoir raison avec Marc Bloch. Et je viens de lire un extrait donc de cette réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre. Vous avez travaillé beaucoup, Annette Becker, sur cette guerre de 1914 et vous avez publié donc ces réflexions dans ce recueil qui s'intitule « L'histoire, la guerre, la résistance, un quarto Gallimard ». Ce texte est tout compte fait régulièrement redécouvert et surtout par les historiennes et par les historiens. Pourquoi ? Je pense que ce texte, sans que Bloch l'ait voulu, est un véritable manifeste pour le reste de sa carrière d'historien. C'est un manifeste parce que il y parle du témoin bien sûr qu'il était, puisqu'il était un ancien combattant de la Grande Guerre qui venait de se terminer. C'est aussi un manifeste pour la guerre comme laboratoire. Et tout cela dans un immense esprit critique, en particulier parce qu'il parle des mythes, des rumeurs qui ont besoin d'être décryptés. Mais il le fait à un niveau extrêmement sophistiqué, ce qu'il fera toute sa vie. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que les rumeurs, que les mythes qu'il essaye de décrypter dès cet article, et on y reviendra plus en détail tout à l'heure, on les retrouve évidemment dans les tranches des faits et surtout dans l'apologie pour l'histoire. C'est-à-dire que quand il se fait et le témoin, ça c'est les tranches des faits, et l'historien, ça c'est l'apologie pour l'histoire, il revient à ce texte fondateur. Olivier Dumoulin, qui est-il au moment où il fait la Première Guerre mondiale, où il vit la Première Guerre mondiale dans sa chair, il est blessé, il retourne au combat. Donc, qui est-il, ce Marc Bloch ? D'où vient-il et comment cette Première Guerre mondiale tombe-t-elle sur un personnage qui est déjà formé intellectuellement, formé comme historien ? Intellectuellement, on peut le voir sous deux angles absolument antithétiques. À la fois, il est un pur produit de l'histoire universitaire, Normal Sup, la grecque d'histoire, la Fondation Thiers, j'entre pas dans les détails, mais mettons ça lui donne un statut de chargé de recherche au CNRS temporaire, toutes choses étant égales par ailleurs, et un fils de Gustave Bloch, professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, un héritier, il dit lui-même qu'il tient sa manière de faire ses fiches de son père, et qu'il a même repris des fiches de son père, donc c'est un héritier vraiment au cube, c'est le cas de le dire, puisque c'est le surnom de son père d'ailleurs, et en même temps, c'est un novateur absolu, puisque c'est un lecteur dès les premières années de l'année sociologique, qu'il a pour compagnon à la Fondation Thiers un petit groupe de réflexion, Gernet, Granet, j'entre pas dans les détails, qui sont des durkheimiens. Donc c'est un individu très paradoxal dans sa filiation intellectuelle, à la fois pure illustration de l'école dite méthodique, et en même temps incorporant dès sa formation les apports non seulement d'ailleurs de la sociologie, mais de la psychologie, on en parlera sans doute tout à l'heure. Et s'il est engagé, Annette Becker, Marc Bloch, dans cette Première Guerre mondiale, ça n'est pas pour rien non plus.
Bien sûr, Marc Bloch est le patriote par excellence. On peut l'appeler comme ça. C'est pour ça que certains ont pensé à lui pour le panthéoniser à une période, il n'y a pas si longtemps que cela. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était bien sûr à la fois les deux guerres mondiales. Mais là, remettons-nous en 1914. Il est déjà un historien, mais il est aussi quelqu'un qui a l'âge de faire cette guerre. Et il est né en 1886. Il est né en 86. Il est vraiment la génération de 14. Et cette génération, il la représente dans ce que j'appellerais ces groupes intermédiaires, qui sont ces intellectuels, depuis l'instituteur jusqu'au professeur de lycée, voire d'université, qui sont les cadres intermédiaires, qui sont les officiers dans cette guerre. Et il va prendre ce rôle extrêmement au sérieux. Et il s'intéresse à tous les hommes de son escouade, on le voit en particulier dans ses photographies, dans la façon dont il les individualise. C'est pas n'importe qui, c'est tel individu. Et il fera de l'histoire de la même façon. C'est-à-dire, faire de l'histoire, c'est s'intéresser aux êtres humains. Et c'est cela qu'il a appris, je crois, à la guerre. Olivier Dumoulin. J'ajouterais deux petites choses. Une, c'est que l'homme qui va être un historien de la ruralité, entre autres, mais c'est très important avec les caractères originaux, le dit très clairement, et aussi Roy des Cerfs, sa thèse, qu'il a rencontré le paysan français dans les tranchées. Ça, c'est lié à son milieu initial. Et son milieu initial, il n'est pas anodin. Même s'il dit qu'être juif pour lui, c'est simplement se proclamer face à l'antisémite et que ça ne joue pas, néanmoins, il est une incarnation absolue de ce patriotisme des Alsaciens, juifs, français, ayant opté pour la France. Je veux dire, c'est un cas absolument canonique dans ce sens. Et donc, cette guerre, il l'a fait comment, Annette Becker? Et à quoi participe-t-il? Et comment, d'une certaine façon, est-il toujours engagé dans la guerre jusqu'au bout, puisqu'il sera démobilisé en mai 1919? Alors, il l'a fait très longtemps, et il a finalement la chance d'être peu blessé. Ce qui est, dans cette guerre, absolument incroyable. En fait, il va tomber malade assez vite après les terribles combats de l'Argonne dans lesquels il est engagé. Et donc, il va être envoyé à l'arrière un certain temps. Et c'est le moment où il va écrire ses souvenirs de guerre, qui ne seront d'ailleurs publiés que très longtemps après sa mort. Et donc, on voit que ce qu'il avait choisi de raconter à la première personne va être mis de côté. En revanche, dans le texte que nous voyons aujourd'hui, Les Fausses Nouvelles, il dit « je ». Et je crois que sa guerre aussi devient un début d'égo-histoire. Et ça, c'est très important. Donc, d'abord quand il est malade. Ensuite, il revient puisque il est engagé dans la bataille de la Somme. Et il finit la guerre surtout comme agent de renseignement. Et c'est très intéressant qu'il soit agent de renseignement, parce qu'il y pose des hypothèses, et il va s'en servir aussi toute sa vie. On voit sans arrêt ce mélange entre le patriotisme militaire et français, et la vocation d'intellectuel, qui est une vocation d'historien, mais de sociologue, mais de psychologue, mais d'anthropologue. Vous avez cité tout à l'heure, Olivier Dumoulin, le nom d'Émile Durkheim. Émile Durkheim, c'est donc le père de l'école sociologique française. Pourquoi est-il si important pour tous ceux de cette génération, qui est la génération de Marc Bloch? En quoi est-il si important? Et en quoi les travaux de Durkheim sur la sociologie lui servent-ils pour son propre travail d'historien, Olivier Dumoulin? J'ai envie de vous répondre par une citation de Marc Bloch tirée de l'article en question, dans lequel il explique les leçons qu'il tire de son travail. Ici, c'est une leçon de scepticisme que nous donnent les psychologues. Mais ici, il faut ajouter que ce scepticisme n'atteint guère que les choses fort superficielles. L'histoire juridique ou économique ou religieuse n'est pas touchée. Ce qu'il y a de plus profond en histoire pourrait être bien aussi ce qu'il y a de plus sûr. Or, justement, ce qu'il y a de plus profond en histoire, c'est ce qu'étudient les sociologues. Ce qu'on appellerait les structures, les infrastructures, les permanences, les choses qui bougent lentement. Et donc, là, voilà par exemple, dans ce court extrait, un hommage direct. Quand il va parler dans l'article d'une conscience collective, il le dit lui-même, ce que les sociologues appelleraient la conscience collective. On verra qu'on peut nuancer, qu'il va ici utiliser le mot imagination collective. Enfin, il y a des nuances qui ne sont pas de saison juste en ce moment. Ce qui est important, c'est ce qu'on vient de voir là, ces profondeurs des institutions et de la conscience collective. C'est ce qu'il a tiré de la lecture de Durkheim, entre autres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, vous venez de le dire, Annette Becker, il n'oublie jamais d'être un intellectuel. C'est-à-dire qu'il est engagé dans les combats,
et il prend des notes qui lui serviront justement pour rédiger, après la Première Guerre mondiale, par exemple, cet article fondateur, ses réflexions sur les fausses nouvelles de la guerre. Comment fait-il pour être à la fois dedans et à distance, pour se regarder faire? Et il y a d'ailleurs dans cet article sur les fausses nouvelles de la guerre un extrait où il évoque son action lui-même en tant que militaire, donc du côté du chemin des Dames en septembre 17, et une histoire qu'on pourra raconter peut-être un peu plus tard avec un soldat allemand. Tout cela lui sert pour établir une réflexion sur ce qu'est la rumeur et ce qu'est la fausse nouvelle en temps de guerre. Oui, il est à la fois un historien sociologue, mais je dirais que peut-être sa plus grande nouveauté, c'est qu'il est un historien anthropologue. Et faire de l'anthropologie, c'est s'intéresser au sens. Et en particulier, il parle de ce que l'on entend, il parle de ce que l'on voit. Et c'est tout cela qu'il note. Et il reproche d'ailleurs aux psychologues sociaux de ne pas faire assez attention à cela. Et pour lui, et l'exemple que vous citez, avec le mauvais jeu de mots sur Brême et Brenne, qui fait croire... Il fait prisonnier, avec son unité, il fait prisonnier un Allemand qui est originaire de la ville de Brême. Et un peu plus tard, il entend les gens qui sont autour de lui dire, tout compte fait, ils sont très très forts ces Allemands, puisqu'ils avaient installé à Brenne, qui était un lieu-dit de la région... de l'Aisne, voilà, du département de l'Aisne. Ils avaient installé ces Allemands, un Allemand qui servait d'espion de 5e colonne avant même la guerre et qui est resté ici jusqu'au bout. Donc en fait, Marc Bloch imagine que ce jeu de mots, ce mot mal compris de Brenne devenu Brême, eh bien permet justement à ce que tous les fantasmes qui sont liés à l'idée que les Allemands sont plus forts, qu'ils sont déjà présents sur le territoire français avant même la guerre, puissent se développer pendant la guerre, Annette Becker. C'est ça la force de Bloch. C'est qu'il n'est pas le seul à avoir repéré ces rumeurs. Et en fait, cet article est un compte-rendu de livre. Et il part de plusieurs auteurs qui n'ont pas compris ou mal compris tout ce qu'on pouvait tirer des erreurs. Et à partir de l'erreur, il reconstitue la mentalité des combattants et il reconstitue leur haine ou leur dilection. Et c'est cela sa force. C'est en cela qu'il invente une histoire des sens et une histoire des mentalités bien longtemps avant la création des annales et quelque chose que l'on croyait venir presque plus de Lucien Febvre que de Bloch. Et là, on s'aperçoit en fait de l'apport de la guerre et de la réflexion constante de Bloch, qui avait commencé d'ailleurs avant la guerre, il faut bien le dire. Ce qui est quand même très intéressant, Olivier Dumoulin, c'est qu'il prend un objet, le faux, dont on se dit, tiens, ça n'est pas forcément l'objet de l'historien. Et là, il va traiter du faux comme une source parmi d'autres, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'historien, habituellement, s'intéresse aux documents, fait la part du vrai et du faux, et à partir de cela, imagine de travailler plutôt sur des documents qui sont assurés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler sur le faux, en l'occurrence. Tout à fait. Marc Bloch ne renonce absolument pas au vrai, sauf qu'il change la localisation du vrai et la nature du vrai. Pour lui, le vrai, ce n'est pas de la réalité extérieure dont les hommes témoignent, mais c'est d'abord ce dont ils témoignent sincèrement de leur croyance. C'est l'erreur sincère qui l'intéresse. C'est même pas forcément l'erreur d'ailleurs. Qu'elle soit vraie ou faux n'est même plus le problème. Il parle c'est de que fausses nouvelles sincères. Les hommes y ont sincèrement cru. D'ailleurs, dans Les Rois thaumaturges, il parle cette fois-ci, il dit voilà comment j'ai fait de l'anecdotique un objet central. Donc, que ça soit faux, que ça soit vrai, ce qui l'intéresse, c'est la croyance sincère. Il n'abandonne pas ce bon vieux terme de sincérité qui vient de Seignobos. Donc un de ses maîtres, absolument, qui a écrit l'introduction aux études historiques avec Charles-Victor Langlois, qui est le bréviaire des études historiques à partir de 1898 et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Il dit renonce pas du tout, et de ce point de vue-là, il est très très différent dans le rapport à son maître Seignobos de Lucien Febvre, mais il dit simplement, le vrai de l'historien n'est pas le vrai extérieur, il est le vrai de la croyance. Et ça, c'est l'ouverture de l'histoire de mentalité. Je terminerai simplement sur une chose, c'est que c'est pas un hasard si dans le compte-rendu de la Grande Peur de Georges Lefebvre, qui est le récit d'une erreur collective gigantesque au début de la Révolution, pendant la Révolution Lucien française, Febvre cite, mais pratiquement mot pour mot, dans son compte-rendu, l'article de Marc Bloch dont nous parlons aujourd'hui. Annette Becker, sur cette question du vrai et du faux, vu par justement comme objet d'histoire par Marc Bloch. Le vrai, le faux et, comme le disait Olivier, la foi. Ça me paraît extrêmement important. Parce que la foi, ou celui qui croit, celle qui croit,
a l'impression que ce qui est en jeu est la vérité. Et lui, il essaye de comprendre cela. Et c'est quand même très intéressant de voir que comme médiéviste, il s'est très peu intéressé à la foi, qui est en général un des cœurs de la réflexion médiévale, ou sur le médiéval. Or, il s'est intéressé, en revanche, à ce qu'il voyait de médiéval. Et on peut le voir de deux façons dans cet article, ou dans son expérience de guerre, son intérêt pour les constructions médiévales, sur les églises médiévales qu'il repère sans arrêt, et qui sont aussi le lieu de l'enterrement des combattants, quand ils s'en trouvent. Et puis, deuxièmement, sur les fausses nouvelles, sur la façon dont il nous les fait parvenir à travers la guerre, il les compare aux colporteurs, aux jongleurs du Moyen-Âge. Et donc on voit bien que la foi, il la met au niveau des petits gens, je dirais, de ceux qui se déplacent et pas au niveau de l'Église, au niveau de la hiérarchie de la foi. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve par exemple dans cet article « Réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre » dont nous parlons aujourd'hui dans cette série d'émissions consacrée à Marc Bloch, on trouve cette phrase « Il n'y a pas de bon témoin, il n'y a guère de déposition exacte en toutes ses parties, mais sur quel point un témoin sincère et qui pense dire vrai mérite-t-il d'être cru, Olivier Dumoulin ?» Toutes questions qui seront posées bien plus tard, bien après la Seconde Guerre mondiale, sur la place du témoin, mais aussi dans les procès de la Seconde Guerre mondiale dans les années 90 ou les années 2000. Toutes ces questions-là sont reposées. Qui est le témoin ? Il est sincère, il croit dire le vrai, et il faut peut-être écouter ce qu'il veut dire. Alors là, c'est la dimension, il faut utiliser quand même les grands mots, épistémologiquement centrale de cet article. Il apprend beaucoup de choses, il ouvre sur l'histoire des mentalités, mais surtout, il nous interroge sur la nature de la vérité à la recherche de laquelle l'historien se trouve. Et le passage dans lequel il dit « il n'y a pas de bons témoins, il n'y a que du témoignage à dépecer » est évidemment, va contre l'attitude du sens commun. L'attitude du sens commun, c'est « il nous a menti, donc nous ne pouvons plus le croire ». Ça, c'est absolument bénin. Toute l'histoire politique américaine est d'ailleurs fondée là-dessus, à peu près. Donc ça va très très vite. Donc, lui, chaque élément du témoignage vaut d'être pesé et sous-pesé à l'aune de sa sincérité, puis éventuellement, dans un second temps, de sa correspondance à une réalité extérieure. Cette Première Guerre mondiale a provoqué beaucoup de réflexions sur le témoignage. On peut le dire, déjà, bien avant la Seconde Guerre mondiale, on avait réfléchi à ces témoins qui ont écrit beaucoup de témoignages de la Première Guerre mondiale. En quoi celui de Marc Bloch et cette réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre est-elle différente, cette réflexion, des autres réflexions sur le vrai, le faux pendant la Grande Guerre, Annette Becker ? Sa très grande originalité, c'est qu'il ne juge pas, justement. Celui qui a inventé le témoignage jugeant, c'est Norton Cru. Norton Cru, donc, qui écrit Témoin. Qui écrit Témoin à la fin des années 20. Voilà. Et qui est un livre extraordinaire parce que il a compilé l'essentiel des témoignages parus à cette date en langue française et nos collègues spécialistes de la Grande Guerre en Allemagne ou en Angleterre nous l'envient parce que c'est un instrument de travail extraordinaire. Mais il juge sans arrêt. Il dit, lui, exactement le contraire de Marc Bloch. Il dit, les témoins qui est bon, on peut le lire, l'autre, il faut absolument l'évacuer. Et il prend comme instrument de mesure le temps passé au front. Alors que, évidemment, ce n'est pas un bon instrument de mesure. Et Marc Bloch fait exactement le contraire. Marc Bloch dit, il faut tous les prendre, tous autant qu'ils sont, et être un bon historien, les critiquer les uns après les autres. Oui, surtout qu'il explique bien dans ce petit article qui est très court, Réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre, Marc Bloch explique bien combien c'est aussi à l'arrière que les fausses nouvelles se répandent, qu'elles reviennent au front, qu'il y a une circulation. Et donc il travaille sur la façon dont la nouvelle circule, la vraie et la fausse nouvelle circulent, Annette Becker. Ça, c'est vraiment très très important, vous avez tout à fait raison. Il parle de la société des tranchées en particulier. Il connaît ce qui est si central aujourd'hui pour nous, le fait qu'il y a un front militaire et un front domestique, et que ces deux fronts ne sont pas coupés. Alors que Norton Cru ne voyait que des combattants.
Ils étaient isolés dans une espèce d'île, loin du reste de la société. Et puis, lui ne fait pas cette erreur. Il revient à des sociétés tout entières mobilisées. Oui, et puis il s'aperçoit par exemple que lorsqu'on veut travailler sur les fausses nouvelles, il faut repérer les endroits où elles se propagent, que par exemple l'agora, dit-il, de ce petit monde des tranchées, eh bien ce sont les cuisines. Si on s'interroge à ce qui se dit dans les cuisines, Olivier Dumoulin, on va mieux comprendre pourquoi une fausse nouvelle peut se propager très vite. Elle se propage aussi, et c'est ce qu'il explique, parce que auparavant, il y a des images mentales, des imageries mentales, une imagination sur laquelle cette fausse nouvelle peut se plaquer, peut se greffer sans difficulté. Tout à fait. C'est pour ça qu'il parle d'une conscience collective, puis d'une imagination collective. Et là, encore une fois, les mots ne sont pas centraux. Il pense profondément qu'on ne peut imaginer transformer qu'à partir d'un appareil mental qui lui-même s'est structuré. Donc que c'est pas le hasard. On vit dans une société, il y a des imaginaires qui circulent, et lorsque un événement traumatique comme une guerre intervient, que des combats interviennent, qu'une peur particulière se déploie, elle se déploie sur la trame de ce que l'on a déjà en tête. Alors l'exemple de Brême est tout à fait parlant, puisque la plupart des combattants n'ont pas de connaissance de l'Allemagne et de la géographie allemande, qu'ils combattent près de Brême et qu'ils rapportent l'information qui leur arrive à ce qui est connu d'eux. Donc de ce point de vue-là, ils sont l'illustration parfaite de ce que décrit Bloch. Le mécanisme n'est pas franchement irrationnel, au contraire, c'est une rationalité simplement mal à propos. Et ça, c'est très intéressant parce que, de même qu'il va en parler pour les rois thaumaturges, il montrera très bien que le travail sur la croyance au don thaumaturgique n'est pas simplement la mise en foi de l'irrationnel, mais le report sur ce que l'on peut penser rationnel en ce moment-là. Alors, on imagine évidemment que dans une période où on parle très régulièrement de fake news, par exemple, la lecture de ce petit article de Marc Bloch peut être extrêmement utile. C'est pour cela, selon vous, qu'il y a eu on l'a pas encore cité, par exemple, un immense historien comme Carlo Ginzburg, dans les années 60 et les années 70, cet intérêt particulier des historiennes et des historiens sur ce texte-là de Marc Bloch, Annette Becker? Oui, bien sûr. Une des choses qui m'avait vraiment frappée quand j'ai lu Ginzburg pour la première fois, c'est le fait que l'historien était un détective. Or, on le trouve déjà chez Marc Bloch. Cette idée que l'on cherche, comme les policiers, à comprendre, ou alors les symptômes aussi. Et là, il parle de psychologie sociale, on est exactement là-dedans. Et je crois que l'invention de Ginzburg, c'était une retrouvaille plutôt qu'une invention. Et en lisant aussi les contemporains de Marc Bloch, c'est très frappant quand on lit Alvax, Maurice Alvax, sociologue, qui était le collègue de Marc Bloch à l'université de Strasbourg, que l'on reconquérait justement avec la force intellectuelle contre l'Allemagne, puisque l'Alsace, si chère à Marc Bloch, était recouvrée. Et quand Alvax commence à travailler sur la mémoire collective, sur les cadres sociaux de la mémoire d'abord, il discute sans arrêt avec Bloch. Et Bloch, dans un article très intéressant, lui dit « Vous avez oublié la transmission ». Or, lui, elle était là, au cœur de cet article, la transmission. Parce que qu'est-ce qu'il entend par transmission? Il entend le fait qu'il faut que la nouvelle, fausse ou vraie, soit passée. Et pour avoir mémoire, il faut avoir transmission. Sinon, il n'y a rien qui passe. Oui, vous dites dans une préface que vous avez écrite, Olivier Dumoulin, pour l'édition en grec de la réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre, que cet article de Marc Bloch apporte une ligne de conduite. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'article annonce tout. Premièrement, la pluridisciplinarité, qui est au cœur de sa formation. Donc il faut s'intéresser aux sociologues, aux anthropologues et aux travaux des autres. C'est même pas s'intéresser à... Il n'y a pas de différence. Ouais, le statut de ces textes de référence, celui qui le loue le plus, c'est un sociologue belge, Langenhoff. Donc déjà cette pluridisciplinarité. Deuxièmement, le refus de la spécialisation. Je rappelle que Marc Bloch, dans ses projets au Collège de France, ne met jamais le mot Moyen-Âge ou médiéval. Il dit savoir lire les vieilles chartes, ça ne justifie pas de faire un découpage de l'histoire. Et de ce point de vue, là, il rejoint absolument ce qu'écrivait Pierre Vidal-Naquet. Il n'y a pas de spécialité, il y a agir en spécialiste. Et c'est exactement ce qu'il fait dans cet article. De ce point de vue-là, ça explique ce qui va se passer pour les tranches des fêtes, dans l'apologie. Marc Bloch
D'accord, il sait lire le latin, il sait lire les vieux grimoires, etc. Mais pour lui, la spécialité n'existe pas. Et de ce point de vue-là, c'est une ligne de conduite permanente. Le troisième et dernier élément, l'anecdote n'est pas l'anecdote, elle est reflet. C'est ce que tout à fait Annette mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire avec la question du symptôme. Le symptôme reflète la structure du corps social dans son ensemble. Annette Becker. C'est pour cela qu'il aimait tant un autre médiéviste belge, Pirenne. Parce que Pirenne qui est pourtant critiqué souvent par les historiens bien sûr, aujourd'hui. Bien sûr, mais il disait que Pirenne aimait parler de la vie en général, qu'il avait été lui-même une victime de la Première Guerre mondiale, puisqu'il avait été interné parce qu'il refusait la flandisation de son université de Gand, et il partageait cet amour de la vie. Et il disait, on aime la vie, et si on n'aime pas la vie, on n'est qu'un antiquaire. Et donc l'historien est celui qui aime la vie. Il n'est pas un antiquaire. Et c'est cela qu'il a essayé d'appliquer toute sa vie d'intellectuel et aussi toute sa vie d'être humain et de citoyen de la France. Dans cet article sur la réflexion sur les fausses nouvelles de la guerre, il dit les fausses nouvelles pendant 4 ans et plus, partout, dans tous les pays, au front comme à l'arrière, on les vit naître et pulluler, elles troublaient les esprits, tantôt surexcitant et tantôt abattant les courages. Leur variété, leur bizarrerie, leur force étonne encore quiconque, c'est se souvenir et se souvient d'avoir cru. C'est là où peut-être aussi c'est très fort, c'est parce que il ne se met pas à l'écart de ceux qui ont pu les croire, ces fausses nouvelles, Olivier Dumoulin. Il a été acteur, il les a peut-être même transportées, ces fausses nouvelles, était un de ceux qui transmettaient ces fausses nouvelles, comme le disait Annette Becker, et maintenant il peut y réfléchir en universitaire, en savant après la guerre. C'est l'une des forces de l'article, c'est ce double jeu. Il y a le jeu du savant, qui ne s'exprime pas par jeu d'ailleurs, mais qui est un jeu, parce que c'est lui qui tranche, c'est lui qui choisit, c'est lui qui va faire les références, et le jeu du témoin. Et il joue des deux. Et ça, de ce point de vue-là, je rejoins tout à fait Annette quand elle dit qu'il est aussi anthropologue. Il est même anthropologue avant une époque où l'anthropologie de terrain va vraiment faire parler les témoins. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Annette Becker, pour conclure. Oui, moi je pense que cet article est vraiment foisonnant, et qu'on peut en faire des tas de lectures. Et j'en ferai une pour finir, c'est que les fausses nouvelles, les rumeurs de la Première Guerre mondiale ont été utilisées très fortement en Angleterre et aux États-Unis à partir de 1941-42 pour dire, vous nous dites qu'il se passe des choses atroces sur le front Est, qu'on assassine les Juifs en grand nombre, on nous a déjà fait le coup des bébés aux mains coupées pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, cela, Marc Bloch l'avait vu, et ironie atroce de l'histoire, il va lui-même être victime de cette Deuxième Guerre mondiale. Fusillé donc en juin 1944. Comme résistant. Merci beaucoup Annette Becker. Je rappelle que vous aviez publié donc votre Marc Bloch, l'histoire, la guerre et la résistance en quarto Gallimard. Et quant à vous, Olivier Dumoulin, votre Marc Bloch était publié aux presses de Sciences Po. Demain, nous continuons cette série Avoir raison avec Marc Bloch en nous intéressant à une autre erreur collective, celle des rois thaumaturges, donc le grand travail que publie au milieu des années 20 Marc Bloch sur le Moyen-Âge et sur les rois qui guérissent entre autres les écrouelles. Merci à tous les deux. Cette émission donc était préparée par Marion Dupont, Bernard Laniel nous a accompagnés à la technique et Véronique Lamandour à la réalisation. À demain.